Bienvenue à toi humain. Aujourd'hui, je t'emmène dans une expérience immersive où tu vas découvrir la vie de deux personnages fictifs qui ont de l'anxiété sociale. J'ai nommé Alex et Camille. Ces personnages, je les ai créés à partir de faits réels, à la fois de ma propre vie et aussi de la vie des personnes que j'accompagne qui ont de l'anxiété sociale. Pourquoi faire des personnages, me demandes-tu ? Très bonne question, comme d'habitude. L'idée, c'est pour que vous puissiez mieux comprendre ce que c'est que le concept ici qu'on explique qui est l'anxiété sociale, pour vous montrer aussi comment il peut se manifester, de vous donner des exemples, mais aussi que vous voyez un petit peu la relation entre tout ce qui va être peur, croyances, comportements, et pour aussi débunker un peu les préjugés, les stéréotypes sur l'anxiété sociale. Et en présentant comme ça des personnages fictifs qui sont inspirés de faits réels, ça va permettre d'être au plus près de la réalité et peut-être que toi, tu vas te reconnaître dans certaines peurs, dans certaines pensées et dans certains comportements. Donc avec cette vidéo, tu vas pouvoir savoir si oui ou non tu as de l'anxiété sociale, comment cette anxiété sociale se manifeste chez toi et quelle est aussi son intensité. Et puis pour savoir comment faire si tu t'es reconnu dans les différentes manifestations que je vais te montrer et que tu as envie de travailler sur ton anxiété sociale, il va falloir s'abonner à ma chaîne parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et derrière cette chaîne, c'est moi, Laure Durand, psychologue et psychothérapeute, spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui ont vécu des psychotraumatismes et notamment des traumatismes relationnels et également des personnes neuroatypiques qui souhaitent mieux vivre avec leur neuroatypie. Juste avant de te présenter Alex et Camille, je vais juste expliquer un petit peu ce que c'est l'anxiété sociale et ce que ça n'est pas. Et on va commencer par des définitions pour distinguer trois concepts qui sont parfois mis ensemble, l'introversion, la timidité et l'anxiété sociale. Donc, première chose, l'introversion, c'est un trait de personnalité. Ça représente une personne qui va se recharger en étant seule et qui, quand elle est dans des interactions sociales, ça va dépenser beaucoup de sa batterie sociale, mais aussi de sa batterie énergétique. Et comparé à une personne extravertie qui, elle, se ressource au contact des autres et où sa batterie sociale va se décharger aussi beaucoup moins vite, c'est bien une personne introvertie. Quand elle est avec d'autres personnes, ça va décharger plus rapidement sa batterie. Voilà, donc vraiment l'introversion, c'est un trait de personnalité, il n'y a aucune peur derrière. Et donc si les personnes introverties, elles évitent les interactions sociales, c'est pas parce qu'elles en ont peur, mais c'est parce que ça leur prend beaucoup d'énergie. Ensuite, la timidité, et là on va rentrer du coup plus dans la dimension un peu peur, mal-être. La timidité, c'est aussi un trait de personnalité qui va mêler deux choses, la réserve et un malaise lié aux interactions sociales, mais on va parler ici de gêne et de peur modérée. C'est-à-dire que la personne, elle va ressentir de la gêne ou de l'appréhension quand elle est dans des interactions sociales, mais ça va pas être quelque chose d'envahissant ou de très fort, et c'est souvent situationnel, donc ça va être lié notamment à le fait de rencontrer des nouvelles personnes par exemple, ou d'être avec des personnes qu'on connaît un petit peu moins, donc ça va créer un petit peu de gêne, mais c'est pas forcément très fort. Et une personne timide, elle peut avoir peur au début, mais une fois qu'elle est dans l'interaction sociale et qu'elle va commencer à mieux se sentir à l'aise, la peur va un peu se dissiper et elle va pouvoir être un peu plus elle-même, ou en tout cas elle va pouvoir oser être plus dans l'interaction. Donc l'introversion et la timidité, ce sont des traits de personnalité, tandis que l'anxiété sociale, c'est considéré comme un trouble. C'est une peur intense et persistante d'être jugé, humilié ou rejeté dans une ou plusieurs interactions sociales. Ce qui caractérise l'anxiété sociale, c'est la peur. C'est vraiment cette émotion-là de peur qui va être très forte, très intense et qui peut être aussi excessive, c'est-à-dire une peur qui est hors de proportion, qui est disproportionnée par rapport à l'événement que la personne est en train de vivre à l'instant T. Et cette peur-là, elle va provoquer une détresse importante, une souffrance, elle peut limiter la personne dans sa vie et ça peut être parfois handicapant. Donc ça, c'est la première caractéristique de l'anxiété sociale, c'est la peur. Un comportement, des actions qui vont être motivées, drivées, contrôlées par la peur. Et cette peur, elle est présente à la fois avant l'interaction, pendant l'interaction et après l'interaction. Donc là, vous voyez bien la différence avec la timidité qui va être une gêne modérée, alors que ce qui fait anxiété sociale, c'est l'intensité de la peur. Et alors, quelles sont ces peurs ? Très bonne question, je vais vous en évoquer certaines. C'est pas une liste exhaustive, pourrait y en avoir d'autres. On a en premier lieu une peur du jugement.
que la personne en face de nous pense quelque chose de négatif de nous, et sans forcément qu'elle nous le dise, mais déjà qu'elle le pense, et en plus qu'elle nous le dise aussi. On peut aussi avoir peur d'être rejeté, de pas être accepté, peur d'être humilié, peur qu'on se moque de nous, peur de se ridiculiser, peur aussi de perdre le contrôle de soi. On peut aussi avoir peur que les autres voient qu'on est mal à l'aise ou qu'on a peur ou qu'on n'est pas bien. Et donc là, vous voyez, il y a à la fois des peurs par rapport à nous-mêmes et des peurs par rapport aux autres. Et en fait, ce qui est vraiment au cœur de l'anxiété sociale, et ça c'est, s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo et sur qu'est-ce que c'est l'anxiété sociale, c'est vraiment ça. Ce qui est au cœur de l'anxiété sociale, la peur principale de l'anxiété sociale, c'est d'être rejeté pour qui on est. Ce sont des personnes qui ont peur d'exposer leur partie authentique, qui elles sont réellement, parce qu'elles se disent que si je montre qui je suis réellement aux autres, ils vont me rejeter, ils vont m'humilier, ils vont pas m'accepter, ils vont pas m'aimer. Ici, tu vois le lien avec l'estime de soi et l'image que la personne a d'elle-même. Une personne qui a de l'anxiété sociale a une image plutôt négative d'elle-même, voire très négative, qui peut aller jusqu'à un rejet de soi-même, de qui elle est en tant que personne, d'un rejet de son soi authentique. Et donc c'est vraiment lié à une question identitaire de qui je suis en tant que personne. Qui je suis est fondamentalement négatif, peut être fondamentalement mauvais ou pas intéressant, et donc je rejette moi-même qui je suis, et j'ai peur que les autres le rejettent aussi, et du coup qui viendraient confirmer en fait ce que je pense déjà de moi. Et donc là, vous voyez que c'est différent de juste la peur du regard des autres. Alors je dis juste la peur, mais c'est pas forcément juste la peur, parce que quand on a peur du regard des autres, ça peut faire souffrance aussi. Mais on a dans une peur du regard des autres quelque chose qui est très humain, c'est-à-dire que tous les êtres humains ont un degré plus ou moins différent peur du regard des autres, parce que c'est nécessaire pour survivre. On a eu besoin de s'intéresser à ce que pensent les autres de nous, parce qu'on est des animaux sociaux et qu'on vit en groupe et qu'on a besoin des autres pour survivre. Mais dans la peur du regard des autres, on a une dimension beaucoup moins intense et qui va être pas liée à qui je suis en tant qu'individu et à son identité. C'est plutôt lié à un besoin d'appartenance. Et les personnes qui ont de l'anxiété sociale, elles ont plus qu'une peur du regard des autres. Elles ont la peur du regard des autres, et en plus, elles ont la peur que les autres vont leur faire du mal, parce qu'elles considèrent, en fonction de ce qu'elles ont vécu par le passé, et je vous expliquerai les origines quand je vous présenterai les personnages, d'où vient l'anxiété sociale, mais elles ont vécu des expériences négatives avec les autres êtres humains, et donc elles ont peur que à nouveau on leur fasse du mal, et leurs expériences négatives ont aussi construit la perception qu'elles ont eue d'elles-mêmes, et comme j'ai dit tout à l'heure, une vision négative d'elles-mêmes. Et donc là, vous voyez, on peut faire le lien avec les différentes parties de personnalité et comment elles se manifestent. Et là, je m'adresse aux personnes qui ont déjà regardé mes vidéos. Je vais vous remettre dans la description et aussi justifier les vidéos auxquelles je me réfère. Je pars du principe que les êtres humains ont différentes parties de personnalité. Et donc là, on va voir comment ces différentes parties interagissent ensemble. Donc, quand on est sur les peurs, on parle des enfants vulnérables qui ont vécu des expériences négatives en grandissant et qui ont voire vécu même des traumatismes, et notamment des traumatismes relationnels, et du coup qui sont activés là dans le cadre de l'anxiété sociale quand la personne est dans une interaction sociale. Et donc on a à la fois des peurs à propos de nous-mêmes et à propos des autres, et à cela s'ajoutent des croyances, et à la fois des croyances sur nous-mêmes et sur les autres. Donc sur nous-mêmes, ça peut être je suis pas intéressante, je suis nulle, je suis stupide, je suis ridicule, je ne vaux rien, je suis une personne mauvaise, je suis pas aimable, je mérite pas l'amour. Et donc selon les personnes, on peut avoir une ou plusieurs de ces croyances. On peut avoir des croyances qui sont plus cœur et qui sont plus en définition de la personnalité, de l'identité de la personne. Et donc là, quand je vous dis ces croyances-là, peut-être que vous avez déjà reconnu certaines croyances que vous pouvez avoir sur vous-même. Selon les personnes, on peut en avoir plusieurs. On peut en avoir certaines qui sont un peu plus importantes que d'autres. Il est possible que vous les ayez pas toutes non plus. Ça dépend vraiment des expériences de vie que vous avez eues et de comment est-ce que vous êtes construit en tant que personne et comment vous avez construit votre identité et votre personnalité. Mais à savoir que ces croyances, elles sont très importantes parce qu'elles vont définir comment vous allez agir avec les autres et quels vont être vos comportements. Donc ça, c'est pour les croyances par rapport à vous-même, et du coup, vous avez aussi des croyances par rapport aux autres. Je vous ai parlé tout à l'heure de la peur qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive, donc ça va être des croyances qui vont être dans l'anticipation que quelque chose de négatif arrive. Donc par exemple, si je montre qui je suis réellement, la personne va se moquer de moi, va m'humilier, va me rejeter. Donc c'est une croyance sur les autres. Les autres sont un danger, les autres vont me faire du mal, les autres vont me rejeter, les autres vont m'humilier. Et donc on a des croyances de si et alors. Si je fais ça, alors il va se passer ça. Donc ce sont des croyances qui sont à la fois liées
au futur, qu'est-ce qui va se passer, j'anticipe ce qui va se passer, et aussi à qu'est-ce que les autres vont penser de moi, et j'imagine déjà ce que les autres vont penser de moi. Donc on a des croyances du type catastrophisation, lecture dans l'avenir quand je vais m'imaginer ce qui va se passer, lecture dans les pensées quand j'imagine ce que les autres pensent de moi, et c'est souvent tout le temps des choses négatives. Donc ça, c'est pour les peurs, les croyances, et voyez comment elles interagissent entre elles et comment elles sont complémentaires. Et à l'émotion de la peur va aussi s'ajouter la honte. C'est-à-dire que les personnes aussi qui ont de l'anxiété sociale, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des croyances négatives sur soi, une vision négative de soi, et donc ça va ramener un sentiment de honte, de la culpabilité, et on va voir juste après avec les personnages comment ça peut se manifester, mais c'est aussi une émotion qui est très présente chez les personnes anxieuses sociales, donc c'est à la fois la peur qui domine et la honte, liée aussi avec la culpabilité, et les croyances négatives sur soi et sur les autres, et tout ça va du coup créer des comportements. Et donc là, on retrouve une autre dimension principale de l'anxiété sociale, qui est les comportements d'évitement. Et qui est à l'origine de ce comportement-là? C'est la partie protectrice dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je vais vous remettre les liens dans la description, mais pour vous redire un petit peu qui est la partie protectrice, c'est la partie de vous qui est là pour vous protéger, comme son nom l'indique, et qui va adopter des comportements qui visent à vous permettre de survivre et ne pas ressentir d'émotions désagréables, ne pas souffrir. Et donc là, avec l'anxiété sociale, le comportement protecteur le plus présent, c'est l'évitement. Donc on peut avoir un évitement complet des situations sociales, mais ça peut être aussi des évitements subtils, c'est-à-dire que je vais être dans la situation sociale, mais je vais éviter de dire certaines choses sur moi. Et pour apporter de la nuance, parce que, et c'est là où je vous disais que je voulais sortir aussi des préjugés, des stéréotypes, et pour vous montrer un peu la complexité de la réalité, c'est ce que certes, on peut avoir des comportements d'évitement, mais on peut aussi avoir des comportements de compensation, d'hypercompensation. Et à nouveau, je vous donnerai les exemples là quand je vais vous présenter les personnages. Ok, donc là on a vu les peurs, les croyances et les comportements, que je vais décrire plus en détail tout de suite après avec les personnages. Mais juste avant, je voulais juste vous parler des différents types de situations dans lesquelles peut se manifester l'anxiété sociale, sachant que, comme j'ai dit au début, ça se manifeste dans une ou plusieurs situations. Et donc il y a plusieurs types de situations qui ont été théorisées par les psychologues qui ont théorisé le trouble de l'anxiété sociale. Donc on retrouve premier élément des situations de performance, donc c'est toutes les situations où, comme son nom l'indique, vous allez devoir performer quelque chose. Donc par exemple, ça va être passer un examen, passer un oral, ou par exemple que vous devez lire un texte devant tout le monde à une cérémonie. Donc ça c'est pour la performance. Ensuite on a des situations d'observation. Donc là ça va être toutes les situations où vous allez être observé par autrui, ou vous pensez être observé par autrui. Donc ça peut aller à de manger en public, boire en public, mais ça peut être aussi le simple fait de marcher, de conduire, vraiment toutes les situations où vous pensez qu'il y a un regard qui va être posé sur vous. Ensuite, on a les situations d'affirmation. Donc là, ça va être de quand vous devez donner votre point de vue, défendre vos besoins, défendre vos intérêts, parler de vous. Ça peut être aussi dire son opinion, faire une réclamation. Quatrième situation, c'est des situations de révélation de soi, où là, on va partager ses vulnérabilités, ses difficultés, on va dire des choses un peu plus profondes. On va aussi exprimer ses émotions. Et enfin, dernière situation, la cinquième, c'est les situations d'interaction superficielle. Donc ça, c'est tout ce qui est small talk ou échange de banalités. Vous croisez par exemple votre voisine, ou quand vous allez à la boulangerie. Ça, c'est pour les 5 situations où on peut avoir de l'anxiété sociale. Et donc l'anxiété sociale, ça peut être à la fois une anxiété de performance et une anxiété dans les interactions sociales. Ok, alors maintenant que j'ai dit tout ça, que vous comprenez mieux ce que c'est que l'anxiété sociale et ce que n'est pas, on souffle un bon coup, et maintenant je vais vous présenter Alex et Camille, les deux personnages que j'ai créés pour cette vidéo. Et ces deux personnages, ils représentent différentes manières d'avoir de l'anxiété sociale, et ça va vous permettre de voir vraiment l'interaction dans la réalité entre les différentes parties, enfant vulnérable, partie protectrice, partie critique, partie authentique, et aussi de voir comment les peurs, les croyances et les comportements interagissent ensemble et sont liés ensemble. Donc c'est parti pour 24 heures dans la vie de deux personnes anxieuses sociales. Et donc vous allez voir, j'ai repris les deux mêmes journées pour voir un petit peu en fonction de ces deux mêmes journées comment est-ce que différentes personnes avec de l'anxiété sociale pourraient
interagir, réagir. Et donc là, je vais commencer par vous présenter Alex. Alors j'ai noté pas mal de choses, donc de temps en temps, vous allez voir, je vais lire ce que j'ai noté. Alex, il est bibliothécaire dans une université, il a fait des études de littérature et il est actuellement en couple et sans enfant. Alex, il est fils unique, il a grandi avec ses deux parents qui ont beaucoup déménagé. Quand il était petit, il a pas mal changé d'endroit parce que pour le travail de ses parents, il a beaucoup déménagé, sachant que ses parents étaient très portés sur le travail et il passait pas beaucoup de temps avec Alex. Et en fait, Alex a beaucoup été livré à lui-même en grandissant et donc il s'est pas mal réfugié dans les livres, d'où le fait qu'il soit devenu bibliothécaire. Et donc il a beaucoup passé de temps seul chez lui à lire des livres les week-ends, le soir. Il aimait beaucoup aussi les livres, pas que de la fiction, ça peut être aussi des livres pour apprendre pas mal de choses. Et du fait qu'il ait été un peu livré à lui-même, et ben en fait il a des difficultés du coup dans la communication sociale avec les autres enfants. Et en plus, comme il a beaucoup déménagé, ça a été toujours difficile pour lui de se faire des amis, d'entrer en interaction sociale avec les autres. Et en fait, du coup, il était souvent à l'école un peu dans son coin avec son livre et du coup ça a suscité, ses livres, ça a suscité pas mal de moqueries, des enfants qui se moquaient un petit peu de lui, qui l'humiliaient et qui lui disaient que lui il était de toute façon tout le temps dans ses livres parce que il était bête et que du coup il avait besoin de lire plus que les autres parce que il est plus bête, il est plus stupide que les autres. Et donc Alex, il a grandi avec ça, avec ces pensées-là. Et puis en plus, ses parents, du coup, comme je disais, ils n'étaient pas beaucoup présents. Et en fait, il s'avère que ils allaient donner de l'attention à Alex plutôt sur toutes les choses qui va être liées au scolaire. C'est-à-dire que il lui a un peu été renvoyé que pour être aimé, il fallait qu'il ait des bons résultats à l'école, qu'il ait des bonnes notes. Et donc ses parents, quand il avait des bonnes notes, il le poussaient à toujours avoir plus. Et donc c'est vraiment sur ces sujets-là que ses parents faisaient attention à lui, plus sur tout ce qui va être scolaire, ce qui en fait indirectement, Alex il a vécu un amour conditionnel, conditionné à ses notes, à ses performances et à ce qu'il était capable de faire ou pas. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire d'Alex en grandissant, comment ça a été pour lui. Et donc, suite à tout ce qu'il a vécu, il a développé plusieurs peurs. Et donc là, c'est son enfant vulnérable qui est toujours présent dans l'instant présent. Il a la peur d'échouer, la peur d'être stupide, la peur d'être incompétent. Il a une anxiété de performance qui est assez forte, qui va être liée notamment, qui va se manifester dans son travail, mais aussi dans ses interactions sociales. Et donc il a développé les croyances que il doit toujours réussir pour être aimé, qu'il doit toujours tout faire parfaitement pour être aimé, qu'il est pas assez intelligent, qu'il doit toujours prouver en fait qu'il est pas bête. Il a l'impression qu'il fait pas assez bien les choses et qu'il peut pas montrer ses difficultés ou ses faiblesses, sinon ça va l'apporter quelque chose de négatif, de la critique. Donc ça c'est ses croyances sur lui et du coup ses croyances sur les autres, ça va être de penser que les autres vont lui faire du mal, les autres vont se moquer de lui et que du coup il doit faire attention aussi avec les autres. Et à partir de ces croyances-là, il a une stratégie principale qui est l'évitement. Et là, on est à la fois sur un évitement subtil, mais sur un évitement aussi général des différentes situations sociales. Et on a aussi un perfectionnisme qui est assez important et qui peut être parfois invalidant. Et donc pour Alex, lui, la manière de se protéger, donc la stratégie, la partie protectrice, ça va être d'essayer d'être invisible, de pas être vu, de pas attirer l'attention sur lui, pour éviter de souffrir et pour éviter d'être rejeté et qu'on se moque de lui. Et parfois, quand sa peur est très forte, elle peut devenir paralysante et puis il peut avoir des réactions de figement. Donc voilà pour la couche cachée de l'iceberg d'Alex, donc ce qu'il a vraiment à l'intérieur de lui-même. Parfois, c'est pas forcément des choses qu'il a conscientisées parce qu'il faut savoir aussi que les peurs, les croyances, parfois on les conscientise pas, elles sont ancrées à l'intérieur de nous, elles vont
agir sur comment on est avec les autres et sur nos comportements, mais parfois on ne sait pas forcément ce qu'on pense réellement de nous et de quoi on a peur, et ça peut être aussi un processus de le découvrir et de l'identifier. Donc il y a certaines choses que Alex il a conscience et d'autres pas, et donc on va voir comment ça se manifeste dans une journée typique. Là je vais vous parler de la journée typique d'Alex. On va commencer du matin et on va aller jusqu'au soir, donc c'est parti pour 24 heures dans la vie d'Alex. Donc le matin, Alex, il se réveille, il a un peu la boule au ventre parce que aujourd'hui il va au travail et il va interagir avec d'autres personnes, et puis en plus il a une réunion le matin, et donc en plus de cette sensation là au ventre qui est désagréable, il a des pensées du type anticipatoire négatif sur qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui dans sa journée et notamment à sa réunion. Et lui là, comme je disais, il a peur de perdre le contrôle, et donc il va avoir des pensées par exemple et si je fais une crise de panique devant tout le monde, et si j'arrive plus à parler, et si on pense que c'est bête ce que je suis en train de dire, et si je deviens tout rouge, voilà, donc des pensées sur du et si. Et donc pour se protéger un petit peu de ça, il a préparé à l'avance ce qu'il allait dire pendant la réunion, il a fait un peu des scripts mentaux dans sa tête qu'il se répète. Et donc arrive le moment où il sort de chez lui, et donc avant de sortir chez lui, il regarde quand même si par la fenêtre, si sa voisine ne sort pas, s'il n'y a pas de voisin dans le coin, parce que lui, Alex, il veut éviter les interactions sociales, et donc il va attendre qu'il y ait personne dehors potentiellement qu'il pourrait connaître pour pouvoir sortir. Et donc là, il voit que sa voisine n'est pas là, et du coup, il en profite pour sortir. Il va à pied au travail, Alex, parce que il veut éviter les transports en commun parce qu'il y a trop de monde, c'est bondé, puis en plus il est trop près des gens, et donc il préfère aller à pied au travail. Et là, quand il marche, il va à pied au travail, donc il se refait son script de qu'est-ce qu'il va dire pendant cette réunion, comment va être sa journée. Il a toujours un peu cette boule au ventre, et là hop pof, il voit au loin quelqu'un qu'il connaît, et bien il va essayer de se cacher pour ne pas que la personne le voie, parce que il a peur d'interagir avec cette personne-là. Oh, heureusement la personne ne l'a pas vu, il peut continuer son chemin. Et il arrive au travail. Alors en général, Alex, il aime bien arriver en premier parce que comme ça, il y a personne d'autre qui est là, donc il peut bien s'installer, il peut se préparer aussi mentalement, ça lui permet aussi de commencer à travailler seul. Donc il arrive, il est seul, petit à petit il y a les personnes qui arrivent, qui lui disent bonjour. Lui il dit bonjour un peu, mais d'une voix assez faible. Et en fait ce qui se passe, c'est que par de son comportement, Alex il paraît un peu froid. Les gens ils peuvent avoir l'impression qu'il n'aime pas les gens parce que du coup il est pas trop dans l'interaction. Mais en fait c'est pas parce qu'il aime pas les gens, parce qu'Alex il aurait tellement envie de connecter avec les gens, mais c'est qu'il a trop peur pour le faire. Et donc là arrive bientôt l'heure de la réunion, et là Alex il commence à sentir une crise d'angoisse qui monte à l'intérieur de lui. Donc là il décide d'aller aux toilettes pour se calmer, pour faire diminuer tout ça. Et là il y a des pensées catastrophiques, des pensées de catastrophisation qui viennent à l'esprit. Il a peur de se ridiculiser, il va se dire tout le monde va le regarder quand il va parler. Donc là, il sent toutes ces pensées-là qui montent. Il arrive à se calmer, à redescendre. Et là, il voit l'heure, il se dit « Ah mince, je suis en retard ». Il se dépêche, il va à la réunion, tout le monde est déjà dans la salle. Donc ça, c'est un des pires cauchemars pour Alex si tout le monde est déjà présent. Parce qu'il veut être invisible. Et du coup, de voir que tous les regards sont fixés sur lui quand il rentre, ça le met déjà très mal à l'aise. Donc il est un petit peu pâle, il sent qu'il commence à rougir. Et là, il s'assoit à côté de sa collègue. Sa collègue, elle lui dit Alex, qu'est-ce que t'as, ça va? Alex, il répond oui, ça va. Et en fait, là, dans sa tête, il rumine, il se dit ah non, elle va voir que je vais pas bien, elle va voir que je rougis, ils vont penser que je suis faible, ils vont penser que je suis bête. Donc voilà, il y a ces ruminations là qui lui viennent à l'esprit. Donc pendant toute la réunion, il a un petit peu cette peur là à l'intérieur de lui-même. Il arrive à canaliser ça, à condenser ça. Donc là, la réunion en fait, elle porte sur les nouveaux arrivages dans la bibliothèque. Et donc on demande à Alex un petit peu son avis. Et Alex, il dit oui, c'est très bien, comme vous voulez. Voilà, il n'ose pas dire ce qu'il pense réellement. Il garde un petit peu les choses pour lui. Même quand il est pas d'accord, il va pas le dire. Donc il est plutôt oui, d'accord. Il a un petit peu du mal à parler, mais voilà, il va se contenter aux choses du coup minimum pour pouvoir être dans l'interaction.
Vous voyez que là, il y a un vécu assez intense de l'anxiété d'Alex pendant la réunion. Donc à la fois, on avait avant la réunion où il anticipait, où il pensait, pendant la réunion. Et là, la réunion se finit. C'est l'heure du midi. Et donc Alex, lui, le midi, il mange seul. Il rentre chez lui parce qu'en fait, il ne supporte pas du coup d'être observé, lui, quand il mange. Tous ses collègues vont manger ensemble. Pendant le repas, ils vont être ensemble au self et lui, Alex, il ose pas. Donc ça participe au fait que les autres pensent qu'il les aime pas et qu'il est un peu froid, voilà, que il aime pas les autres et qu'il aime que lui. Mais c'est pas le cas. Alex, il aimerait beaucoup manger avec ses collègues, mais en fait, il a trop peur. Donc il rentre chez lui et là, il commence à ruminer sur comment c'était la matinée. Il est en train de se critiquer et là, il commence à avoir de la honte, de la culpabilité. Mais pourquoi j'ai pas dit mon opinion? Oh, mais elle a dû voir que ça allait pas. Mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle va sûrement penser qu'ils sont en train de parler de moi là quand ils sont en train de manger ensemble. Et donc là, rumination, Alexis dit ok, je regarde une série pour éviter de penser à tout ça. Donc évitement aussi de ses pensées. Donc ensuite, après avoir mangé, il sort de chez lui, il rentre au travail. Et là, quand il arrive, tout le monde est en train de rigoler. Et dès que Alex arrive, il s'arrête de rigoler. Là, tout de suite, Alex, il se dit « Ah, ils doivent rigoler de moi !» Et là, il commence à ressentir de la honte. Il se dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi ?» Et donc là, il commence à penser ça. Il va s'asseoir à sa place. Il commence à regarder sur ses vêtements, sur son visage. Est-ce qu'il a pas un truc? Il voit rien. Bon, il commence à ruminer. C'est difficile pour lui de se concentrer, de se remettre au travail. Il arrive à condenser. Il essaie d'éviter un petit peu ses pensées. Et puis du coup, il travaille seul un peu dans son coin. Là, il y a un moment dans l'après-midi, il y a un étudiant qui vient voir pour lui poser une question. Il lui dit d'aller voir sa collègue parce que il arrive pas à parler avec l'étudiant. Il ose pas lui parler. Puis après, plus tard dans l'après-midi, il reçoit un appel d'un ami. Et donc il voit l'appel et il répond pas parce que du coup Alex il aime pas répondre au téléphone et donc il attend que son ami laisse un message pour pouvoir lui répondre parce qu'en fait ce soir son conjoint il a invité quelques amis à venir et donc là Alex quand il a vu l'appel de son ami il y a eu une partie de lui qui s'est dit ah peut-être qu'il annule trop bien s'il annule donc il y a un sentiment de soulagement à l'idée que son ami annule le fait de venir à la soirée et en fait en l'écoutant son ami lui demande juste s'il doit amener quelque chose ou pas et en fait le fait d'avoir ressenti ça ce soulagement de l'anticipation que peut-être son ami vient pas Alex il s'en veut, il culpabilise, il a honte parce qu'il a très envie de voir ses amis mais en fait c'est sa peur qui lui fait penser ça. En plus ça fait déjà 3 fois que cette soirée a été repoussée parce qu'à chaque fois Alex il pouvait pas, il a demandé à son partenaire de repousser la soirée en donnant des excuses à chaque fois en disant que voilà il se sentait pas bien ou qu'il était malade ou que finalement il était pas dispo et là au bout de 3 fois il se dit c'est pas possible, il faut quand même que je laisse ça et donc il est à la fois tiraillé entre cette envie de voir ses amis, de connecter avec les personnes et en même temps il a trop peur et donc ça crée de la culpabilité et de la honte. Donc là, il écoute le message de son ami, il lui répond par message message écrit, parce qu'il préfère communiquer comme ça. Le travail se termine et du coup Alex là il va aller récupérer les courses pour la soirée parce que du coup c'est Alex qui cuisine et il fait toujours ses courses au drive parce qu'il veut éviter de rencontrer des personnes et donc là il a fait ses courses dans la voiture donc il attend et pendant la voiture pareil encore rumination, il a peur de ce qui va se passer ce soir, il repense à la journée, il se prépare mentalement pour la soirée, il se fait ses stratégies, il se dit bon ce soir je vais être celui qui cuisine donc je vais passer tout mon temps dans la cuisine comme ça je vais pouvoir un peu éviter les interactions avec les autres. Donc même si c'est ses amis, alors il y a certains amis avec qui il a un petit peu moins peur, il arrive quand même à mieux interagir, mais dans l'ensemble, c'est assez compliqué. Donc une fois qu'il a récupéré ses courses, il rentre chez lui, donc il commence à préparer à manger, les personnes arrivent, il reste dans la cuisine, il dit bonjour comme ça de loin, et donc là il est dans un évitement subtil, c'est-à-dire qu'il fait l'interaction sociale, mais il est là sans être là. Et donc après, il passe beaucoup de temps dans la cuisine, il vient de temps en temps quand même pour manger. Et là, les conversations, il dit trop rien. Parfois, on lui demande ce qu'il en pense. Et il va dire qu'il a pas d'opinion parce qu'à nouveau, il ose pas dire ce qu'il pense réellement, même s'il est pas d'accord. Parfois, il sait pas quoi dire et ça, il est dans le figement et ça l'embête aussi. Et donc la soirée se passe et ensuite le soir, dans son lit, rebelote.
il se refait la journée, il est en colère contre lui, il s'en veut, de la honte, de la culpabilité, il souffre, il est pas bien parce que il se dit que il aime pas comment il aimerait être autrement, mais il n'arrive pas, il a trop peur, il a des pensées négatives sur lui, et comme ça jusqu'à ce qu'il arrive à s'endormir. Ok, donc ça c'était pour Alex. Ensuite, je vais vous présenter Camille. Je bois un petit coup entre-temps. Et Camille, elle a une anxiété sociale qui est compensée, c'est-à-dire qu'elle va être moins invalidante, mais elle va être présente et vous allez voir que Camille, eh bien en fait, de premier abord, on ne penserait pas qu'elle a de l'anxiété sociale. Alors Camille, elle est chargée de mission pour une ONG qui lutte contre la précarité. Elle est en couple et elle n'a pas d'enfant. Elle a 2 sœurs et un frère et Camille, à l'inverse de Alex, elle n'a jamais déménagé, elle a toujours vécu au même endroit. Et donc ses parents à Camille ont toujours été présents, physiquement ils étaient là, par contre émotionnellement c'était un peu plus compliqué, ils étaient moins présents, elle a vécu la négligence émotionnelle. Elle a aussi vécu pas mal de rejets de la part des autres, à la fois de ses frères et sœurs. On l'autorisait pas à jouer, ils voulaient pas qu'elle joue avec eux. Elle était mise un peu à l'écart. Pareil à l'école. Alors elle avait des amis, mais en fait c'était très instable, c'est-à-dire que du jour au lendemain on lui disait non, on veut plus être ton amie. Elle avait aussi parfois vécu des moments où en fait tout le groupe d'amis se réunissait pour faire un rendez-vous à savoir si oui ou non ils allaient garder Camille dans le groupe d'amis, si elle pouvait ou pas être acceptée. On s'est un peu moqué d'elle. Il y a des choses on lui disait mais tu devrais pas dire ça, ou c'est pas comme ça qu'il faudrait être, ou c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Donc pas mal de rejet, d'humiliation, de harcèlement aussi de ses autres camarades. Donc en fait elle a eu des amis, mais c'était très instable. C'était très instable et fallait marcher un peu sur des œufs tout le temps. C'était difficile pour elle de comprendre pourquoi là on l'accepte et pourquoi là on l'accepte pas, et pourquoi aujourd'hui c'est comme ça et demain c'est autrement. Voilà, donc une instabilité dans les relations, et en plus chez elle, c'était compliqué aussi avec ses frères et sœurs. Et donc suite à tout ça, tout ce qu'elle a vécu, elle a développé un enfant vulnérable qui a peur d'être perçue comme bizarre, peur d'être anormale, peur aussi d'être rejetée, peur de pas être acceptée, peur de ne pas être intéressante. Elle a peur des autres en fait. Elle se dit à tout moment les autres peuvent me faire du mal, et elle se sent, elle a peur de pas être capable de faire face au rejet en fait. Il y a aussi cet aspect-là. Donc une peur des autres, peur d'être trop, peur à la fois aussi d'être pas assez, donc peur d'être trop et pas assez en même temps. Et donc elle a développé des croyances du style je ne suis pas intéressante, je suis bizarre, je suis différente des autres, je dois faire plaisir aux gens pour qu'ils m'aiment, je ne peux pas faire face au rejet, les autres vont me rejeter si je suis moi-même. Donc là vraiment on a cette idée que si je montre qui je suis réellement, on va me rejeter, les autres ne vont pas m'aimer, ne vont pas m'apprécier. Et donc par rapport à toutes ces croyances et toutes ces peurs, elle a développé la stratégie principale de soumission. Donc là, la partie protectrice, elle a adopté le caméléon social, où on a une personne du coup qui est dans l'hyper-compensation, qui va paraître assez sociable et qui va vouloir faire toujours plaisir aux autres, toujours souriante. C'est Camille, c'est la fille qui est toujours souriante, toujours heureuse, qui est toujours en positif, qui a jamais de problème, qui aide tout le temps les autres, qui prend soin des autres, qui met les besoins des autres avant les siens, qui va du coup s'intéresser aux autres, qui va poser plein de questions aux autres et qui va pas parler d'elle mais qui va être vraiment les autres. Et donc ça, c'est une stratégie d'hypercompensation. Comment ça se passe une journée type dans la vie de Camille ? Eh bien Camille, elle se lève le matin sans anxiété particulière. Elle a pas trop d'anxiété anticipatrice comparée à Alex qui a pas mal d'anxiété anticipatrice. Elle, ça va. Donc elle se lève le matin, elle a pas d'anxiété. Ça va être surtout quand l'événement arrive que là, elle ressent l'anxiété. Elle va sortir de chez elle et là, elle croise sa voisine. Alors, elle aime pas trop les interactions superficielles, le small talk, tout ça. Donc, elle le fait, mais elle est mal à l'aise. Voilà, elle sait pas trop comment dire, elle sait pas trop quoi dire. C'est un peu compliqué. Mais voilà, elle le fait, mais elle essaie d'abréger le plus possible la conversation. Et puis, elle sort de chez elle. Elle espère qu'elle va pas rencontrer d'autres personnes.
Ensuite, elle va au travail en bus, donc elle va prendre le bus, mais elle aime pas trop les transports en commun parce que y a trop de gens, c'est trop de proximité, donc elle vit pas ça très bien. Donc là, on voit que elle va y aller, elle le fait, mais elle le vit pas bien. Ensuite, elle arrive au travail, donc elle arrive au travail soit à l'heure, soit avant les autres. Et en fait, elle, Camille, quand elle arrive au travail, elle va aller voir tout le monde, elle sourit, elle dit bonjour à tout le monde, elle demande à tout le monde comment il va. Et ensuite, elle arrive dans son bureau et elle se met rapidement au travail. Donc là, elle ouvre son document pour la réunion qui est prévue bientôt. Elle a préparé la réunion, elle a noté pas mal de choses quand même. En fait, c'est une réunion qui est avec ses supérieurs hiérarchiques, donc il y a ses collègues et il y a aussi ses supérieurs hiérarchiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Camille, elle a ce qu'on pourrait appeler aussi une anxiété sociale situationnelle, c'est-à-dire que selon les personnes, elle va être plus ou moins anxieuse. Et quand elle est avec des personnes qui sont hiérarchiquement au-dessus d'elle, ou ça peut être aussi des personnes pour X raisons qu'elle considère au-dessus d'elle, eh bien là, elle va avoir beaucoup plus de peur, d'anxiété. Donc là, elle arrive dans la réunion, elle a un petit peu la boule au ventre, parce que du coup, il y a ses supérieurs hiérarchiques. Et donc là, la réunion commence. Elle va plutôt avoir tendance à ne rien dire, à se refermer sur elle-même, à sourire. Et puis là, vient la question d'un bénéficiaire, de l'intégrer dans un nouveau projet ou pas. Et donc c'est un bénéficiaire que Camille elle suit et Camille elle a envie qu'il soit dans le projet et en fait elle se présente un peu comme la défenseuse de ce bénéficiaire et elle a envie de le défendre, elle a envie de dire quelque chose mais là elle sent que elle commence à avoir les mains moites, de la transpiration, son cœur commence à battre plus vite, elle a mal au ventre et tout, elle a envie de parler mais elle a cette peur là à l'intérieur qui se manifeste et en fait pour elle elle arrive en fait à vaincre cette peur-là parce que c'est trop important pour elle. L'enjeu, elle veut défendre cette personne et donc elle arrive à parler, mais quand elle parle, elle sent que sa voix, voilà, c'est pas stable, c'est-à-dire qu'on sent dans sa voix que potentiellement il y a de la peur. Elle arrive à stabiliser et à dire les choses, mais c'est difficile pour elle de s'affirmer, de dire ce qu'elle pense. Et puis elle a aussi peur que les autres remarquent ce qu'elle ressent, qu'elle remarque qu'elle soit mal à l'aise. Du coup, elle est aussi en hyper vigilance à un petit peu scruter la réaction des autres, comment ils vont réagir à ce qu'elle va dire. Donc juste avant de dire les choses, elle regarde le langage corporel, elle est vraiment beaucoup dans l'observation des autres pour essayer d'identifier les signes qui pourraient lui permettre de savoir ce que vont dire ou ce que vont penser les autres. Elle ajuste aussi son comportement aussi en fonction de ces signes-là. Elle arrive à parler, il y a une espèce de soulagement après parce que les autres réagissent d'une manière plutôt ok, ils décident d'incorporer le bénéficiaire dans le projet. Mais tout de suite après, il y a ce sentiment de stupidité, de honte, de se dire mais pourquoi je ressens ça, pourquoi je réagis aussi fort que ça, mais elle garde tout pour elle montre pas. Et après on lui demande si elle veut bien s'occuper de l'administratif du projet. En fait, elle a plein de travail, elle a pas le temps, mais elle dit oui parce que Camille, c'est ce genre de personne qui dit oui à tout. Elle met les besoins des autres avant les siens et du coup elle est aussi, les gens savent aussi qu'elle va dire oui à tout. Elle a des difficultés de dire non, elle ose pas dire non. Et du coup, elle y va et dans sa tête, elle se dit plus ou moins inconsciemment que si elle dit non, on va lui en vouloir, on va l'exclure, on va penser qu'elle travaille pas bien, on va pas l'apprécier. Voilà, donc elle dit oui à ce projet-là. Le midi arrive, donc Camille, elle mange avec ses collègues, elle a pas peur d'être observée. Par contre, souvent quand elle est en groupe, elle a tendance à ne pas trop s'exprimer, à ne pas dire les choses, elle parle pas, elle observe plutôt ce qu'elle va faire elle va répondre aux questions si on lui pose, ou alors elle va plutôt poser des questions, mais elle va pas trop parler d'elle. Ouais, donc quand elle est en groupe, c'est plus difficile pour elle de parler. Vient ensuite l'après-midi, et donc là, l'après-midi, ça se passe plutôt bien parce qu'elle a des rendez-vous avec les bénéficiaires. Et en fait, elle a pas d'anxiété sociale quand c'est avec les bénéficiaires. Elle apprécie vraiment ces moments, elle se sent utile, elle se sent touchée par leur histoire. Donc là, elle est plutôt bien. Il y a quand même cette envie de paraître agréable, de plaire à l'autre, de vouloir aussi être appréciée, mais il n'y a pas vraiment d'anxiété, ou en tout cas c'est pas intense, c'est pas fort, elle le ressent pas. Ensuite vient la fin de la journée de travail, donc là elle part au travail, elle va faire ses courses pour le soir parce qu'elle aussi elle a une soirée sur le chemin pour aller faire ses courses. Elle reçoit un appel de son amie, pareil elle ne répond pas, elle écoute son message et après elle lui répond, lui pose la question aussi de savoir s'il faut amener des choses, elle lui dit qu'il y a pas besoin.
Donc elle arrive au magasin, elle aime pas faire ses courses non plus, Camille, mais elle le fait. Voilà, c'est qu'elle le fait, mais elle essaie de le faire le plus rapidement possible pour que ce moment passe le plus rapidement possible, pour éviter de parler à trop de personnes. Elle va aussi plutôt avoir tendance à aller aux caisses automatiques, comme ça l'évite de parler à des gens. Elle arrive chez elle, elle rentre et là, la soirée commence. Il y a déjà des amis qui sont là, donc c'est certain. C'est des amis qu'elle connaît, des amis il y en a certains qu'elle connaît, il y en a certains qu'elle connaît bien. Elle paraît super contente, sociable, elle dit bonjour à tout le monde, elle parle à tout le monde, elle propose, elle commence des conversations, voilà, elle est plutôt sociable, elle sourit. Et puis du coup, Camille, elle va aussi boire de l'alcool parce que ça lui permet de mieux gérer ces moments-là, de mieux gérer, d'être plus dans l'interaction sociale et d'avoir moins d'anxiété, et ça la désinhibe. Et donc elle, concrètement, Alex qui lui ne boit pas parce qu'il a peur de perdre le contrôle et du coup il veut pas boire. Elle, Camille, elle boit. À un moment, elle veut mettre sa musique parce que du coup il y a la musique, mais elle ose pas parce qu'elle a peur que les gens pensent que sa musique c'est nul. Donc elle le fait pas. Elle demande à quelqu'un de mettre sa musique et puis elle va se mettre à danser. Voilà. Typiquement d'extérieur, on se dirait qu'elle est super extravertie et que tout va bien pour elle. Mais intérieurement, voilà, c'est plus compliqué. Il y a ces pensées qui sont présentes et cette peur aussi de ce que les autres pensaient d'elle. Quand il y a des conversations en groupe, à nouveau, elle ose pas trop parler, elle parle pas d'elle. Elle va plutôt être la personne qui va poser des questions aux gens parce qu'elle a du mal à parler d'elle, parce qu'elle se dit que qui elle est réellement en tant que personne, ça risque d'être rejeté, d'être pas apprécié, et donc elle va plutôt avoir tendance à écouter les autres, être très à l'écoute, et puis à ne pas donner son avis ou à dire qu'elle pense comme les autres, sauf avec certaines personnes avec qui elle est beaucoup plus proche, ou les personnes qu'elle perçoit pas comme menaçantes. Là, elle va pouvoir dire ce qu'elle pense réellement, mais en gardant toujours un filtre. Voilà, donc elle n'est jamais 100% elle-même, parce qu'elle a peur aussi que si elle montre ses émotions, elle soit jugée comme faible ou elle soit rejetée. Et elle va aussi tendance, Camille, à aller identifier dans la soirée les personnes target, avec qui justement elle peut être plus à l'aise. Et donc souvent, elle se retrouve en conversation one-to-one avec une personne. Elle aime pas trop être dans les groupes, donc elle va plutôt être avec une personne. Et là, ça se passe mieux quand elle est avec une personne. Et en plus, c'est une personne qu'elle aura elle-même choisi, identifiée. Et puis à un moment, elle va quand même dans les toilettes parce que ça fait beaucoup d'interactions. Donc elle va prendre un moment dans les toilettes pour décompresser, pour aussi prendre un temps avec elle-même. Et arrive le soir, dans son lit. Bon, elle est un peu sous l'effet de l'alcool, donc elle va dormir plus facilement que Alex, mais c'est aussi compliqué. Elle ressent de la honte, de la culpabilité. Elle se refait aussi la journée dans sa tête en se disant qu'elle aurait dû faire ça comme ça ou pourquoi elle a fait ça, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Voilà, ça c'était pour Camille. Donc je vous ai présenté là vraiment deux personnages différents avec des pensées différentes, mais avec des peurs communes. Et vous voyez comment, à partir d'une peur commune ou une caractéristique, un concept commun qu'est l'anxiété sociale, on peut avoir différentes manifestations et différentes manières d'être. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que cette vidéo est déjà très longue, beaucoup plus longue que je le pensais. J'espère que toutes ces descriptions vous ont permis de mieux comprendre ce que c'est l'anxiété sociale et surtout que ça vous a permis aussi de voir que si vous vous reconnaissez dans certains comportements, certaines pensées, certaines croyances, vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui ressentent des choses comme vous. Et vous verrez dans une prochaine vidéo que c'est possible de travailler là-dessus, de s'en sortir et d'améliorer aussi son image qu'on a de soi-même. Tous ces exemples-là que je vous ai donnés, c'est des exemples qui sont réels, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment réels, liés à moi, mon propre vécu, parce que moi aussi, j'ai souffert de l'anxiété sociale et toujours un peu aujourd'hui, des personnes que j'accompagne. Donc tout ça, c'est vraiment lié à des exemples concrets de la réalité. Et donc si vous êtes reconnu, vous savez qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont vécu ça ou qui ressentent ça. Voilà, et bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et pensez à vous abonner pour avoir la suite de la vidéo du jour et à savoir comment est-ce que Alex et Camille vont pouvoir travailler sur l'anxiété sociale et
quelle évolution ils vont avoir, et ça vous permettra aussi à vous de savoir comment potentiellement vous pouvez travailler sur votre anxiété sociale et quelles évolutions vous pouvez avoir. Allez, ciao!